Bienvenue à ce plateau spécial Focus qui reçoit le ministre béninois des Affaires étrangères, M. Chegoum Bakary. Bonjour et merci d'avoir accepté d'explorer avec nous sur ce plateau les dernières actualités diplomatiques du Bénin. Bonjour, c'est un plaisir pour moi. J'ai le plaisir également, le grand plaisir de co-animer ce plateau spécial avec un confrère qui est toute une promesse d'avenir pour la profession, Eric Guédénon de Canal 3. Eric, c'est un réel plaisir. Un plaisir partagé, Ozias Sounouvou. Ce plateau intervient juste 2 jours après un séjour chinois, d'où vous revenez, Monsieur le ministre, où le chef de l'État a engrangé pas moins de 13 accords de coopération économique orientés dans plusieurs secteurs, mais surtout en pointe sur les idées dédiées à l'industrialisation du Bénin, et ceci après la relance de la coopération économique avec le Nigeria. Dans cet entretien, nous parlerons justement de ce regain de la diplomatie, Ozias, économique, cher au président Patrice Talon. Eh bien, Monsieur le ministre, personne ne vous comptera que l'argent ni les investissements n'aiment pas le bruit. Vous êtes très bien payé pour le savoir. Hélas, toute cette offensive diplomatique pour l'essor économique du Bénin se déploie dans un contexte d'instabilité politique avec une série de coups d'État, dont le plus récent est celui du Gabon, précédé de quelques semaines d'ailleurs par celui du Niger. Le Niger, où la position diplomatique du Bénin, arrimée à celle de la CEDEAO, suscite pas mal de remous, voire de contestations au sein des différentes opinions africaines. De tous ces sujets, on parlera avec vous en termes d'écho, de perspective et d'impact surtout sur la marche du Bénin avec ses voisins et dans le monde. Mais commençons volontiers, Monsieur le ministre, par un exercice inaugural du bilan. Votre bilan, c'est classique, les 100 jours. Vous allez les célébrer, le mot est peut-être fort, mais bon, je vous l'accorde volontiers, au 14 septembre 2023, à la tête d'un ministère sensible, comme celui dédié à la diplomatie. Comment est-ce que vous avez pris vos marques, vous qui êtes un capitaine d'industrie dans l'âme, ou en tout cas pas le profil? Écoutez, c'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Est-ce qu'on célèbre 100 jours? Je ne pense pas que ce soit une célébration. Je pense que pour moi, c'est un réel honneur de servir mon pays. Je pense qu'il n'y a pas plus grand honneur que d'être au service de sa nation. Et c'est aussi un honneur de servir au sein de l'équipe du président Patrice Talon. Donc ces 100 jours, je ne les ai pas vus passer. Et je pense que ces 100 jours m'ont permis essentiellement de prendre mes marques, de découvrir les dossiers, de découvrir la maison, et puis d'être au sein d'une équipe et de contribuer à la réalisation des objectifs et de l'ambition du président de la République pour le Bénin. Vous vous êtes senti relativement à l'aise, comme je l'ai indiqué, vous qui avez un profil plutôt de capitaine d'industrie, au regard de la doxa diplomatique du chef de l'État orienté vers les investissements économiques, vers une sorte de prospection de toutes les opportunités économiques possibles pour le Bénin. Vous êtes senti comme un caïman dans son marigot, pardon pour l'image. Je pense que plus profondément, en fait, ce qui est important ici, c'est simplement, et je pense que c'est cela la vision du président de la République, c'est de réussir à montrer que tous les secteurs, tous les départements ministériels contribuent à un seul et même objectif, celui d'améliorer le quotidien des Béninois. Qu'il s'agisse de la diplomatie, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse de l'industrie ou de l'éducation, à la fin de la journée, comme j'ai l'habitude de dire, le seul objectif que nous voulons, le seul objectif qui est souhaité par le président de la République, c'est celui de l'amélioration du quotidien des Béninois. Et donc, c'est ce à quoi, très humblement, et au sein de l'équipe gouvernementale et avec mes équipes au niveau du ministère des Affaires étrangères, nous essayons de contribuer chaque fois. Ah tiens, Eric Guédénon, le ministre me passe le mot, la transition. Absolument. Avec les équipes au sein du ministère dédié à la diplomatie. Est-ce que vous avez le sentiment, en venant, peut-être des appréhensions, mais après les 100 jours, qu'au fond, tout le monde adhère au sein de l'équipe diplomatique? Ce ne sont pas leurs canons habituels diplomatie économique. Est-ce que vous avez senti une adhésion? Est-ce qu'ils vous ont accompagné? Est-ce que tout se passe pour le meilleur possible? Absolument. Moi, j'ai la chance d'arriver dans un ministère avec, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, un ministère bourré de talents avec des expertises véritablement pointues dans leur domaine, qui ont contribué à faire la grandeur du Bénin sur la scène diplomatique au cours des 63 dernières années.
et qui vont continuer à le faire dans le futur. C'est une chance pour quelqu'un comme moi qui ne s'y connaissait pas, de pouvoir m'appuyer sur une équipe disponible, dévouée, engagée, et c'est ensemble que nous allons pouvoir porter la diplomatie béninoise sur les nouveaux paliers tels que voulus par le président de la République. Alors, Monsieur le ministre, de façon concrète, avec cette équipe, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos 100 premiers jours? Il est difficile de faire un bilan au bout de 100 jours. Vous savez, c'est quand même assez court. Et je pense qu'il est toujours de bon ton de laisser les autres faire. Je pense que ce que moi je retiendrai essentiellement, c'est que nous sommes dans un continuum. Il n'y a pas de rupture. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'exercice de la charge gouvernementale est une course de relais. Chaque coureur porte le relais jusqu'à un certain niveau et après le passe en fait au suivant. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le bâton de relais dans la main et avec les équipes du ministère des Affaires étrangères, nous sommes en train de courir, nous allons franchir des obstacles. Il y en aura des faciles, des compliqués. L'objectif à la fin de la journée, c'est d'améliorer le quotidien des Béninois et on espère chaque jour, moi c'est mon leitmotiv principal, c'est celui que je partage avec mes équipes, c'est qu'on se demande chaque jour dans les actions diplomatiques que nous menons, comment est-ce que nous faisons pour améliorer le quotidien des Béninois? Absolument. On l'avait annoncé, on parlera du regain de la coopération entre le Bénin et le Nigeria après le rapprochement dont nous avons été tous témoins entre Patrice Talon et Bola Tinubu à différentes occasions. Le cas le plus récent, justement, étant la participation du président du Nigeria ici à Cotonou au défilé militaire de la fête de l'indépendance. Alors, qu'est-ce qui a réellement changé aujourd'hui entre les deux États? Je pense que, premièrement, et je tiens à le dire, je pense qu'il y a, entre le Bénin et le Nigeria, comme le président de la République a l'habitude de le dire, il s'agit en fait de pays siamois. C'est exactement le même pays, le long des 800 km de frontières que nous avons, ce sont les mêmes ethnies, les mêmes peuples et parfois les mêmes familles. Et quelquefois les mêmes maisons. Parfois vous avez d'un côté la cuisine et de l'autre côté le salon en fait. Donc il ne peut pas y avoir l'espace pour une feuille de papier à cigarette, en fait, entre le Bénin et le Nigeria. Et je pense que le président de la République a, au cours des 7 dernières années, tout mis en œuvre pour pouvoir rapprocher les deux pays, avec beaucoup plus de succès aujourd'hui avec l'arrivée du président Bola Ahmed Tinubu. Je pense que parfois, les relations entre les États tiennent aussi aux relations entre les personnes. Et les relations entre le président Patrice Talon et le président Bola Ahmed Tinubu sont à des niveaux qui permettront, je pense, dans le futur, d'améliorer sensiblement les relations entre nos deux pays. Dans un passé récent, entre le Bénin et son grand voisin de l'Est, les relations n'étaient pas vraiment les meilleures. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce rapprochement? Non, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours eu une volonté du côté du Bénin de pouvoir respecter ce lien séculaire qu'il y a entre nos deux pays, qui a été marqué par l'histoire. Nous avons une histoire commune, l'histoire de nos royaumes, etc. Et je pense que le président Patrice Talon a toujours eu à cœur, en fait, de mettre en œuvre, en fait, ce rapprochement entre les deux pays. Il y a eu quelques incompréhensions dans le passé. Aujourd'hui, je pense que tout cela est derrière nous et que le plus important, c'est de regarder vers l'avenir. Les deux présidents ont clairement défini les objectifs qu'ils voulaient qu'on atteigne dans le futur. Le gouvernement de la République fédérale du Nigeria est désormais en place et je pense que dans les semaines à venir, les deux gouvernements, les deux équipes ministérielles vont s'asseoir pour mettre en œuvre la vision qui a été définie par les deux présidents. Je pense qu'il ne peut pas en être autrement. Et je vais aller un tout petit peu plus loin pour paraphraser les deux présidents. Le Bénin et le Nigeria unis, travaillant ensemble, c'est l'assurance d'un développement économique harmonieux au sein de toute la CEDEAO. Si au sein, entre le Bénin et le Nigeria, tout se passe correctement, nous sommes certains qu'au sein de notre région, nous aurons véritablement cette communauté de prospérité que la plupart des leaders de la sous-région appellent de leur vœu. Donc nous n'avons pas le choix. Si nous voulons améliorer le quotidien de nos populations, cela passe aussi par une proximité entre le Bénin et le Nigeria. Et c'est ce que le président de la République du Bénin est en train de mettre en œuvre en partenariat avec son frère, le président Bola Ahmed Tinubu.
En phase, Monsieur le ministre, avec ce discours, ce rêve légitime d'un destin, d'une communauté de destin économique entre les deux pays qui partagent pratiquement les mêmes cultures originelles, mais séparées par la culture anglo-saxonne de l'autre côté et francophone par ici. Quels sont les obstacles principaux à ce que le Bénin profite réellement du grand marché nigérien, parce qu'au-delà des discours, on voit très peu de joint venture, par exemple, entre des entreprises nigérianes et béninoises. Là, quelles sont les perspectives concrètes qu'on peut obtenir, entrevoir, au bout du rapprochement entre les deux présidents? Les relations entre nos deux pays ne datent pas simplement d'aujourd'hui. On parle de plusieurs siècles, en fait, d'histoire. Et je ne veux pas revenir en fait sur l'histoire de nos royaumes et d'où est-ce que les différents peuples en fait, mais quand vous regardez, la migration en Afrique ont été toujours de l'est vers l'ouest, et donc il y a de fortes similarités en fait. Et quand vous dites la division linguistique emportée par la colonisation, en réalité cette division linguistique disparaît dès qu'on fait recours à nos langues. Parce que le long de la frontière, les gens parlent les mêmes dialectes de part et d'autre, invariablement qu'ils soient anglophones ou francophones en fait. Qu'est-ce qu'on peut attendre de façon concrète de la proximité avec le Nigeria? Aujourd'hui, vous voyez très bien que nous avons des échanges commerciaux qui sont très importants. Beaucoup informels. Beaucoup informels, et l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler justement à les formaliser, à faire en sorte que de part et d'autre de la frontière, nous ayons les mêmes politiques économiques, les mêmes politiques industrielles qui permettent en fait de faire sauter les barrières et de faire en sorte que nous soyons dans une réelle communauté de destin, dans un réel marché commun. Et j'aime pas quand on dit le Bénin profite du Nigeria. Je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le Nigeria a beaucoup à gagner avec le Bénin, comme le Bénin a beaucoup à gagner avec le Nigeria. Nous avons à construire ensemble quelque chose qui nous permettent de pouvoir sortir massivement nos populations de la pauvreté, améliorer les échanges et faire en sorte que finalement, ce qui a été divisé par la colonisation se recrée parce qu'en réalité, nous partageons le même destin. En termes d'opportunités, je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, d'un point de vue économique, comme je le disais, d'un point de vue industriel, nous, notre objectif et notre ambition, c'est d'être clairement un pays porté par le président de la République, c'est d'être un pays qui s'intègre entièrement aux chaînes de valeur du Nigeria. Que ce soit les chaînes de valeur de transformation agro-industrielle, que ce soit les chaînes de valeur agricoles, que ce soit les chaînes de valeur logistiques, que ce soit les chaînes de valeur de services. Si je prends un exemple tout simple, nous sommes en train d'investir, le gouvernement investit massivement dans le domaine du tourisme. Et comme vous l'avez dit vous-même, le marché nigérien est un gros marché avec une classe moyenne et des personnes qui sont capables, en fait, qui ont envie de loisirs, de tourisme. Et donc, c'est un marché naturel pour nous au niveau du Bénin. De la même manière, les industriels au Nigeria ont envie de pouvoir écouler leurs produits dans la zone UEMOA parce que c'est un marché pour eux qui leur permet d'avoir accès à de la devise. Quand ils vendent en CFA, ils vont chercher de l'euro. Et donc, c'est ce partenariat gagnant-gagnant que le président de la République veut mettre en œuvre. Et nous avons bon espoir qu'aujourd'hui, avec le lien et la relation privilégiée qu'il y a entre le président Patrice Talon et le président Bola Ahmed Tinubu, nous y parviendrons pour le bonheur de nos populations. Alors, monsieur le ministre, à semi-craqué jusqu'à côté de nous, la vie économique peine à reprendre. Les frontières entre les deux pays seraient toujours fermées. Qu'en est-il réellement ? Je pense que les frontières, il y a eu des décisions très rapides en fait sur la réouverture des frontières. Je pense que les frontières sont normalement réouvertes. Ce qu'on observe probablement, je ne suis pas en charge de ce sujet, mais je pense qu'il doit y avoir encore pas mal de tracasseries de checkpoints qu'on observe. Et je pense qu'une des ambitions des deux présidents, c'est de faire en sorte que l'on puisse circuler librement entre Cotonou et Lagos sans avoir à s'arrêter de multiples fois. Et je pense que c'est en cours et dans les mois à venir, cela devrait être mis en œuvre très rapidement. Sur le Niger, on change de sujet, on passe au Niger sur la situation de crise politique au Niger, la prise du pouvoir par des militaires qui ont renversé le président Bazoum, démocratiquement élu. Sur la position de la CEDEAO, le Bénin s'est aligné. Oui à la diplomatie, mais d'abord, on a bandé un peu les muscles en brandissant la menace d'une intervention
militaire. Je l'ai dit, les opinions africaines s'y sont opposées. La CEDEAO s'est vue dans une position de malaise. Le Bénin aussi beaucoup critiqué. Le président algérien a dépêché votre collègue qui vous a rencontré tout récemment pour articuler la position de l'Algérie. Mais ce qui a été communiqué, c'est que l'Algérie est sur la même longueur d'onde que le Bénin. Sauf qu'on a oublié que l'Algérie n'est pas favorable à une intervention militaire. Est-ce que la CEDEAO, finalement, ne joue pas sa crédibilité sur ce coup-là? Alors, c'est une question difficile, importante. Et je pense que sur ce sujet, il y a eu énormément de mauvaise communication. Nous sommes dans un monde, malheureusement, où aujourd'hui, les fake news, comme on dit, circulent à vitesse grand V, que on fabrique des opinions très rapidement sans chercher le fond des choses. Je pense qu'il est important de repartir sur ces sujets du Niger, qui est un sujet important, de repartir dès le départ et de se reposer les bonnes questions, en fait, et de revoir aussi la chronologie des choses. Premièrement, et c'est une position de principe liée à nos valeurs, c'est la position du Bénin, liée à nos valeurs, liée à notre histoire. Notre histoire au Bénin, ici, cela a été depuis 1990, de dire les militaires doivent retourner dans les casernes. Et on ne conquiert pas le pouvoir par les armes. C'est une position à laquelle nous tenons collectivement en tant que nation, quelles que soient les raisons. Parce que le Bénin, historiquement, a été marqué au temps du Dahomey, considéré d'ailleurs comme l'enfant malade de l'Afrique par des coups d'État perlés. Exactement. Voilà. Exactement. Et cela fait partie de notre histoire propre en tant que pays. Ça, c'est le cas du Bénin, première chose. Une seconde chose, c'est que quand il y a eu ce coup d'État, la position de la CEDEAO a toujours été très claire. Personne n'a envie, et contrairement à ce qui a été dit et répété un peu partout, la position de la CEDEAO a toujours été de dire nous sommes contre la prise de pouvoir par les armes, nous sommes contre les conquêtes illégitimes de pouvoir par les armes dans notre espace. Nous condamnons le coup d'État, nous condamnons la tentative de renversement du président Bazoum et nous demandons le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et à côté de cela, la CEDEAO a dit nous chercherons par tous les moyens pour rétablir, nous chercherons à utiliser tous les moyens pour rétablir l'ordre constitutionnel parce que c'est cela le sens de notre communauté et ce sont les règles que nous sommes imposées ensemble au sein de cette communauté. La CEDEAO n'est pas arrivée en disant parce qu'il y a eu coup d'État, nous allons intervenir, nous allons entrer en guerre avec le Niger, contrairement à ce qui a été dit ici et là. Donc quand nous disons que nous sommes alignés avec l'Algérie, avec les États-Unis, avec la France, avec plusieurs autres pays, avec l'Union africaine, c'est essentiellement sur le fait que nous nous entendons sur trois principes essentiels. Premièrement, nous condamnons la prise de pouvoir par les armes. Deuxièmement, nous demandons le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et troisièmement, nous disons que nous utiliserons les moyens qui nous permettent de revenir à cet ordre constitutionnel. Alors, dans les moyens qui permettent de revenir à cet ordre constitutionnel, il y a certains qui disent nous n'utiliserons que la diplomatie, et il y a d'autres qui disent nous sommes prêts à utiliser tous les moyens pour y arriver. Mais dans tous les cas, tout commence toujours par la diplomatie. Et c'est la diplomatie que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis plusieurs semaines maintenant. Et je pense que c'est important aussi d'insister sur le fait que le peuple nigérien est un peuple frère du Bénin, du Nigeria. Nous partageons une histoire commune. Nos populations sont les mêmes de part et d'autre des frontières. Et nous n'avons absolument rien contre le peuple nigérien. Au contraire, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Et il n'y a pas le jour où chacun de nous, au sein de l'équipe gouvernementale, ne parle à des familles, à des proches qui sont au Niger. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'équivoque. Les économies des deux pays en pâtissent. Hein. Les économies des deux pays en pâtissent, et c'est là où je veux en venir en disant que c'est une question de valeur. Est-ce que lorsque vous prenez des décisions, vous regardez simplement vos intérêts, ou est-ce que parfois vous acceptez de prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos intérêts immédiats, mais parce que vous êtes en train de défendre vos valeurs et ce en quoi vous croyez.
Ce ne sont pas juste des positions, des postures, de principes, c'est que derrière ces valeurs, il y a des enjeux aussi de stabilité politique et de développement en vérité. Absolument. Mais ça, cela ne s'articule pas assez dans les discours officiels. Et c'est cela le vrai sujet, et je pense que c'est la solution, c'est ce qui est le plus critique en fait lorsqu'on parle du Niger. On parle d'un pays qui était sur une tendance de croissance économique forte, qui avait tous les paramètres ouverts pour espérer en fait sortir du sous-développement avec les différents projets qui étaient en train d'être mis en œuvre. Et l'histoire a démontré dans le passé en fait que ces coups d'arrêt qui sont donnés au processus démocratique très souvent se traduisent par un recul de plusieurs décennies en matière de lutte contre la pauvreté. Ce sont des centaines de milliers de gens qui vont souffrir en fait du fait qu'il y a ce recul, et c'est dommage. Monsieur le ministre, avec la diplomatie qui est en cours dans la gestion de cette crise, quelles sont bien les avancées qu'on peut noter à la date d'aujourd'hui? Vous souffrerez que, vous savez, quand il s'agit de diplomatie, qu'on ne puisse pas tout mettre sur la place publique. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, comme hier, la CEDEAO, les chefs d'État de la sous-région maintiennent la diplomatie, maintiennent le dialogue, mais en restant fermes sur ce que nous considérons comme étant la meilleure voie pour sortir nos populations de la pauvreté. Il n'y a pas un seul pays, un seul exemple de pays dans lequel un coup d'État a permis de sortir des gens de la pauvreté ou de régler des problèmes de On ne fera pas l'apologie des coups d'État ici. Monsieur le ministre, c'est une occasion rare de vous avoir. Votre parole est châtiée, feutrée, diplomatie oblige. Mais enfin, permettez-nous de titiller la question du mandat. La junte au Niger a fait une proposition de 3 ans. Est-ce que l'idée chemine, l'idée de discuter de ce terme chemine au niveau de la CEDEAO? Est-ce que ça évolue? On dirait que la CEDEAO hésite même à évoquer cette question. Pendant ce temps, les sanctions sont maintenues, le peuple du Niger souffre, nous aussi avec au Bénin. Comment on en sort? Je pense que premièrement, il est important en fait de noter que, et c'est triste en fait, mais ce que nos frères du Niger vivent aujourd'hui est principalement dû au coup d'État. Ce n'est pas la faute de la CEDEAO. Je pense que c'est important de le mentionner, de le marteler en fait. C'est parce qu'il y a un coup d'État, une tentative de mise en arrêt d'un processus démocratique normal. Et certains vous diront, oui, il y a des coups d'État populaires, etc. Mais la réalité, c'est toujours la distinction que l'on fait entre la foule et le peuple. Vous savez, on ne va pas rentrer dans ce débat philosophique. C'est la représentativité de ceux qui font du bruit. C'est un sujet qui est sur la table depuis des siècles et des siècles. Et je pense que le meilleur système qu'on ait trouvé aujourd'hui pour assurer une forme de représentativité reste encore la démocratie et le vote par les populations, le choix par les populations de leurs élus et leur révocation aussi par le système des votes. Et je pense que c'est un principe essentiel, celui de la non-transmission de pouvoir ou de la non-conquête du pouvoir par les armes. En ce qui concerne les propositions faites par la junte au niveau au Niger, je pense qu'il faut savoir raison garder, parce que nous devons faire attention à une chose. Vous avez dit tout à l'heure qu'on est dans une situation où il y a des coups d'État perlés. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on ne soit pas dans une espèce de cycle infernal, où n'importe qui puisse se dire, parce que j'ai une arme, je peux conquérir le pouvoir. Et dans tous les cas... Y compris pour des raisons personnelles. Et dans tous les cas, ce qui se passera, c'est qu'on me dira, au mieux, on te donne 3 ans pour que tu fasses une transition et que tu transmettes le pouvoir. C'est dangereux. C'est dangereux pour notre développement, c'est dangereux pour l'attraction des investissements, c'est dangereux pour la réduction de la pauvreté, c'est dangereux pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En face de ce caractère dangereux, est-ce que la CEDEAO compte toujours aller au bout avec l'option militaire? Écoutez, toutes les options sont sur la table. Toutes les options sont sur la table, comme on a dit, mais jusqu'à présent, on a privilégié la voie diplomatique. Et on espère qu'en face de nous, les personnes qui sont en face de nous prendront la mesure de la situation pour que très rapidement,
on puisse régler cette situation au niveau du... Alors, Monsieur le ministre, la position du Bénin est celle de la CEDEAO dans cette crise. Est-ce que le Bénin ne paye pas un prix fort du fait de sa position dans cette crise? Qu'est-ce que vous auriez suggéré? Nous savons que nous ce que le sortions Niger de la représente CEDEAO pour le port de Cotonou. Vous auriez suggéré que nous sortions de la CEDEAO ou que nous nous désolidarisions de la trouve CEDEAO? des mesures économiques moins contraignantes en fait, pour les deux peuples en fait. Oui, mais est-ce qu'une fois que la CEDEAO a pris la décision, qui est une communauté à laquelle nous appartenons, qu'est-ce que vous suggérez? Que nous sortions de la CEDEAO et que nous soustrayons des décisions de la CEDEAO? Moi, je pense qu'il faut que nous soyons sérieux et nous sommes un pays sérieux. Nous sommes un pays sérieux. Nous avons un président de la République qui a fixé un cap. Et je pense que c'est ce sérieux qui paye aujourd'hui au niveau du Bénin. Nous sommes des gens qui respectent leurs engagements nationaux et leurs engagements aussi communautaires. Nous faisons partie d'une communauté. La communauté a des règles et nous avons aussi des valeurs. Nous ne pouvons pas, parce que nous avons des intérêts personnels, dire que nous nous mettons en marge de notre communauté. Et je pense que c'est important, ça a été le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain, nous avons le devoir d'agir au sein du groupe auquel nous appartenons. Et je tiens à le dire parce que, j'insiste là-dessus, parce que beaucoup disent « oui, ce sera la fin de la CEDEAO ». Essayons de faire en sorte que là, on puisse acter la fin de la CEDEAO. La fin de la CEDEAO n'arrange personne. Je dis bien personne. Et n'arrangera personne. Y compris ceux qui aujourd'hui vilipendent la CEDEAO. Aucune des populations. Nous avons aujourd'hui, avec la CEDEAO, une communauté qui nous permet de pouvoir circuler librement au sein de 15 États. Nos peuples ont la possibilité de pouvoir commercer, en fait, à l'intérieur de cet espace communautaire. Tout n'est pas parfait. Nous essayons de construire des règles qui nous permettent de pouvoir avoir une convergence et qui permettent à terme de créer un marché qui soit un marché viable. Viable pour les investissements, viable pour la création d'emplois, viable pour réduire la pauvreté. Donc personne n'a intérêt à ce que la CEDEAO meure. Personne. Pratiquement même ceux qui critiquent la CEDEAO sont pratiquement unanimes, sont d'accord en fait. Les coups d'État ne sont pas désirés. Est-ce que les chefs d'État se disent qu'il faut sécuriser la souveraineté des peuples en évitant justement des coups d'État constitutionnels ou institutionnels? Moi, je pense qu'en fait, c'est une question de... Premièrement, je pense qu'il y a une réflexion au niveau de la CEDEAO là-dessus. Il y a des travaux qui sont en cours et je pense aussi qu'il y a eu toujours des prises de position de la CEDEAO. On peut critiquer et dire ce n'était pas assez ferme, c'est pas allé aussi loin, etc. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions voir qu'il y a quand même une gradation en fait dans le risque associé en fait. Et sur les armes, sur le fait de conquérir le pouvoir par les armes, la dangerosité tient aussi au fait qu'une fois que vous avez ouvert la porte à cela, et nous l'avons déjà connu dans la sous-région, c'est un cycle infernal. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir se dire c'est une ligne rouge, cette ligne, et de ne pas banaliser en fait la conquête du pouvoir par les armes, quelles que soient les raisons associées. Maintenant, derrière, travailler sur des mécanismes pour renforcer nos institutions, pour renforcer la confiance du peuple dans nos institutions, je suis 100% d'accord avec vous, et je pense que là-dessus, cela fait partie d'un agenda qui est un agenda en train d'être mis, qui devra être mis en œuvre en fait au niveau de la CEDEAO. On ne le sent pas suffisamment. Ozias l'a relevé. La compréhension au niveau de l'opinion, surtout la jeunesse, elle est tout autre. On applaudit aujourd'hui les coups d'État. C'est dommage. Surtout, monsieur le ministre. C'est dommage et c'est triste. Quand vous parlez de restaurer la confiance de la superstructure de nos États, des élites politiques avec le peuple, vous n'avez pas idée de combien vous avez raison quand on voit les images post-coup d'État qui exposent, après des fouilles dans les domiciles de certains dirigeants, il y a comme une sorte de foire, mais indécente, de prévarication, de détournement de l'argent public. Ce n'est pas de nature à rassurer le peuple. Est-ce que là aussi, au sein de heureusement, enfin, chaque État essaye d'empoigner le défi de la corruption à sa manière, lutter contre l'impunité. Est-ce que c'est aussi un agenda sous-régional, communautaire? Écoutez, je pense que là-dessus, vous avez parfaitement raison, et c'est la raison pour laquelle, vous savez, le président de la République, le président Patrice Talon, a toujours dit
qu'une démocratie sans bonne gouvernance ne sert à rien. Il faut marcher sur les deux jambes. La démocratie, mais aussi la bonne gouvernance. C'est essentiel. Vous pensez que ça nous manque beaucoup dans nos États? Écoutez, nous, en tout cas ici, au niveau du Bénin, comme vous le savez, depuis 2016, c'est le leitmotiv du président de la République. Il nous faut à la fois la démocratie et la bonne gouvernance. Une démocratie sans bonne gouvernance peut conduire, et conduit très souvent, au chaos et à la déconnexion en fait, avec les populations. Les populations ont besoin de s'assurer que ce qu'on appelle le consentement à l'impôt, le consentement à la contribution, en fait, ils ont besoin de savoir que leurs efforts servent à améliorer leur quotidien. Et c'est seulement en cela qu'on pourra améliorer la démocratie. Les deux vont de pair. On va évoquer notre chapitre dans cet Absolument. entretien. Votre visite, la visite d'État du chef de l'État, du président Patrice Talon en Chine. Vous êtes rentré justement de ce voyage d'État de 3 jours en Chine avec le chef de l'État Patrice Talon. D'abord, aujourd'hui, quel est le niveau de coopération entre le Bénin et la Chine? Je pense que cette visite qui est un continuum, il faut le dire, parce que 5 ans jour pour jour avant, le président de la République était déjà en Chine, avait déjà rencontré le président Xi Jinping et lui avait dit « Observez ce petit pays qu'est le Bénin. Regardez-nous, regardez le travail que nous allons faire, que nous allons mettre en œuvre pour améliorer la gouvernance du pays, améliorer nos fondamentaux et faire en sorte que notre pays soit prêt pour accueillir les investissements venant de la Chine. » Et je pense que tout le cœur de cette visite d'État, c'était de revenir faire le bilan de ces 5 années et de pouvoir maintenant porter le partenariat à un autre niveau. Je pense que toute la nation béninoise peut être satisfaite du résultat obtenu par le président de la République parce que le président Xi Jinping et le gouvernement chinois ont décidé de porter la relation et le partenariat entre le Bénin à ce qu'ils appellent le niveau stratégique, qui est le niveau le plus élevé de partenariat entre la Chine et une république extérieure. Il n'y en a pas de plus élevé. Et je pense que dans les semaines et les mois à venir, les retombées pratiques et concrètes vont commencer à se voir ici. Je pense que c'est un message très fort pour l'entièreté de la population béninoise pour dire qu'en fait, finalement, les efforts qui ont été consentis sous l'instigation du président de la République commencent à porter leurs fruits et ces fruits sont visibles aussi de nos partenaires à l'étranger. Très peu de pays sont à ce niveau de partenariat stratégique et aujourd'hui, tout l'objectif, après ce travail qui a été fait par le président de la République, mais de toute l'équipe gouvernementale et des différentes agences, ça va être l'implémentation, l'exécution. Pour que cette visite d'État ne reste pas simplement une visite d'État avec tout le faste qu'on a pu voir et qui a fait la fierté de nous tous, mais que cela commence à se traduire dans le quotidien de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Alors, Ozias, avant de parler des retombées de ce voyage, en quoi le modèle chinois intéresse le président Patrice Talon? Le président Patrice Talon l'a exprimé à plusieurs reprises, mais je pense que même pour nous tous, en tant que citoyens, la Chine doit constituer un exemple. La Chine a réussi à construire un modèle qui soit un modèle propre, un modèle endogène, qui a permis de développer son économie, de créer une classe moyenne et de faire en sorte qu'aujourd'hui, près de 35% de la croissance mondiale dépend de la Chine. Et c'est un exemple pour l'Afrique. Pas seulement pour le Bénin, mais je pense pour l'entièreté de l'Afrique, parce que nous sommes face aux mêmes défis et aux mêmes problématiques. Comment faire pour que les centaines de millions d'Africains qui vivent encore en dessous du seuil de pauvreté sortent de la pauvreté? Nous, en ce qui nous concerne au niveau du Bénin, le président de la République a été très clair et il a fixé le cap. Nous voulons apprendre de la Chine et faire en sorte que le Bénin devienne un partenaire privilégié de la Chine parce que nous pensons que, ce faisant, nous allons pouvoir réussir notre objectif ultime, qui est celui du développement. L'Afrique, vous l'avez dit, devait regarder la Chine comme une source d'inspiration, mais elle peine à trouver son modèle. Elle patine. Le chef d'État, lorsqu'il est sorti de sa visite au musée de l'histoire politique de la Chine, notamment le musée du parti, a eu ce mot enthousiaste vis-à-vis de ce modèle qui formate les dirigeants dans la discipline et dans un continuum de disciplines. C'est ce qui nous manque en Afrique, c'est ça? Je pense que le vrai sujet, déjà, c'était l'école de la bonne gouvernance. Ça s'appelle l'école du parti, mais c'est une école qui forme les cadres sur les sujets de bonne gouvernance. Et je pense que la bonne gouvernance est un élément essentiel, en fait, de la réussite de la Chine.
s'assurer que gouvernement, dirigeant après dirigeant, gouvernement après gouvernement, ce continuum en matière de gouvernance, de bonne gouvernance et de primauté en fait de l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel demeure et soit transmis génération après génération. C'est très important et je pense que là-dessus, nous avons beaucoup à apprendre sur la transmission et la continuité. L'État est une continuité et c'est ce que nous avons à apprendre. Je pense que c'est ce que le président de la République met en œuvre depuis 2016. Le chef d'État, pour marquer un grand coup, a ouvert la destination économique Bénin aux investisseurs chinois, aux IDE, en supprimant le visa. Soit, mais est-ce que ce n'est pas un risque qu'on fait prendre également au tissu des toutes petites entreprises béninoises, lorsqu'on sait l'agilité des entreprises chinoises à rapidement s'adapter à des marchés et à prendre la place, comme ça s'est passé dans certains pays en Afrique, au Cameroun par exemple. Vous savez, le président de la République croit au ruissellement. En réalité, lorsqu'une entreprise, qu'elle soit chinoise, indienne, française ou américaine, s'installe au Bénin, elle ne fonctionne pas simplement en vase clos. Elle va employer forcément des Béninois. Elle va travailler avec d'autres entreprises locales. Et au global, c'est l'entièreté du pays qui va évoluer. Mais plus précisément sur cette question de visa, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Aujourd'hui, la Chine est le plus grand pourvoyeur de touristes au monde. On parle de 200 millions de touristes par an qui sortent de Chine pour aller visiter le monde, pour découvrir le monde. Avec la devise, l'argent. Qui cherchent à découvrir le monde parce qu'ils ont cette soif de culture extérieure. 200 millions de personnes. L'ambition du président de la République, en supprimant les visas pour les ressortissants chinois, c'est d'abord et avant tout de pouvoir promouvoir le tourisme entre la Chine et le Bénin. Il y a énormément d'investissements qui ont été réalisés dans le domaine touristique. Nous avons une culture qui est une culture extrêmement riche, qui a d'ailleurs, sur beaucoup d'aspects, énormément de ressemblances avec la culture asiatique ou la culture chinoise. Et le président de la République croit dans le fait que nous avons le potentiel d'attirer de plus en plus de touristes chinois ici au Bénin. On parle de 2 millions de touristes, dans les 200 millions dont je parle, 2 millions de touristes seulement qui viennent en Afrique. Je pense que l'ambition du président, c'est qu'on puisse capter au moins 1 à 2 millions uniquement pour le Bénin qui viennent, qui s'installent dans nos hôtels, qui vont dans nos restaurants, suivent les circuits touristiques. Et je pense que c'est une opportunité unique pour les agences de voyage, les tours opérateurs au niveau du Bénin, d'avoir cette ouverture-là. Et c'est une opportunité exceptionnelle. Monsieur le ministre, Éric. Justement, dans le cadre de ce voyage, il n'était pas seulement question que du tourisme. Justement, les échanges entre les deux chefs d'État ont abouti à un engagement à approfondir justement la coopération de qualité entre les deux pays. Parlez-nous des différents accords qui ont été signés. Il y a eu 13 accords, 13 accords qui ont été signés en présence des deux présidents. Deux catégories essentielles d'accords. Des accords qui posent le cadre général de travail dans le futur, donc que ce soit dans le domaine de l'économie numérique, dans le domaine du développement économique, de l'investissement, de la promotion des investissements entre les deux pays. Vous savez que c'est un sujet fort qui a été porté par le président de la République depuis 2016 et qui commence maintenant à porter ses fruits. Le fait de dire qu'il faut que la Chine passe d'une aide au développement et une aide à l'investissement direct étranger. Et je pense que c'est pour la première fois qu'un chef d'État africain portait ce discours à ce niveau-là et qu'il y ait cet alignement entre le président de la République du Bénin et le président de la République populaire de Chine. Je pense que cela doit faire la fierté de nous, Béninois. Et au-delà de notre fierté, c'est une opportunité unique, je pense, pour les hommes d'affaires, pour les entrepreneurs béninois, de pouvoir aussi intégrer en fait ce marché qu'est le marché chinois. Il y a eu ensuite un certain nombre d'accords portant sur des produits spécifiques, notamment l'exportation de nos ananas. Et je pense que la Chine est un gros consommateur de produits agricoles. Nous exportons déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, il y a eu une hausse
très substantielle en fait des exportations de soja entre le Bénin et la Chine. Aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas, 98% des lignes tarifaires entre le Bénin et la Chine sont exonérées de droits de douane. Donc en fait, il y a une opportunité énorme en fait d'exportation de nos produits. Mais ce que veut le président de la République, au-delà de l'exportation des produits bruts, c'est la transformation des produits et que nous puissions exporter des produits manufacturés. Et c'est la raison pour laquelle il y a un accent particulier qui a été mis au niveau des accords sur la mise en place de ce mécanisme de co-investissement sino-béninois pour pouvoir promouvoir l'investissement manufacturier des industries chinoises ici au Bénin, de façon à ce que nous puissions ajouter de la valeur à nos produits et pouvoir les exporter vers l'Asie, vers l'Europe et vers les États-Unis. Monsieur le ministre, à propos des opportunités d'affaires, de business que vous souhaitez voir les opérateurs économiques béninois capter à travers ces accords, les retombées, notamment les investissements directs étrangers de la Chine au Bénin. On a rencontré certains opérateurs économiques, au moins 2, qui ont souhaité formuler quelques préoccupations à votre endroit et avoir vos réponses en termes de retombées possibles et éventuellement des craintes. On va les écouter tour à tour. Jurès Sobossi, c'est un jeune entrepreneur industriel et très intéressé justement par les accords qui ont été signés en Chine. Et puis Eric Houdot, il est banquier, spécialiste en investissement. On va les suivre. Okay, bonsoir Monsieur le ministre, merci pour l'occasion que vous nous donnez. Je suis avec attention vos divers déplacements et puis surtout le dernier déplacement en Chine où vous avez mené une offensive énorme par rapport à l'attraction des investisseurs étrangers directs. Et je voulais par rapport à ça poser certaines questions, à savoir qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir nous rassurer que nous avons épuisé les capacités de financement interne, à savoir l'épargne nationale collectée par les banques, avant de nous tourner vers l'étranger et de rendre nos industriels des étrangers, de rendre nos divers moyens de production dans les mains des étrangers. Parce que la Chine, où vous avez été à un ratio crédit bancaire de 185%, pendant qu'au Bénin, nous sommes à 17%, ce qui veut dire que le cumul total des prêts accordés par les banques chez nous fait 17% du PIB, ce qui témoigne qu'il y a possibilité d'aller encore plus et de permettre à ce que d'autres porteurs de projets, d'autres entrepreneurs trouvent les moyens de concrétiser leurs projets et de devenir aussi des entrepreneurs à réussite, tout comme vous. La deuxième question, c'est relative à cette balance commerciale que nous observons très déficitaire en faveur de la Chine et au détriment de notre pays. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir réorienter les efforts du gouvernement sur d'autres formes d'industrie, à part les industries agroalimentaires sur lesquelles on se concentre le plus, étant donné que notre marché n'est pas trop consommateur de ces produits agroalimentaires et que c'est principalement tourné vers l'étranger. Vous venez de dire que 98% de la production du soja est exportée en Chine. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait pour qu'en rentrant dans nos marchés, on trouve des produits faits chez nous dans des conditions industrielles et qui permettent que la consommation soit facile aux divers consommateurs. Je vous remercie. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez à Jurès Sobossi, ce jeune entrepreneur industriel, par rapport à ces préoccupations? Non, je pense que M. Sobossi évoque des questions qui sont des questions importantes. Le financement des PME, l'accès au financement des entreprises. Je suis probablement pas la personne la mieux placée dans mes fonctions aujourd'hui pour répondre à ces questions en fait, de structuration de l'économie, de financement de l'économie. Mais je peux dire simplement que le gouvernement met en œuvre beaucoup de mécanismes, plusieurs mécanismes pour l'appui justement aux petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises, pour les aider à avoir accès à ce financement qui leur permette justement de pouvoir accéder au marché. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut mettre l'accent sur les investissements directs étrangers? C'est important parce que quand on veut développer un pays, et l'histoire de la Chine, mais bien d'autres espaces géographiques le montrent en fait, quand on veut développer un pays, il est important d'aller chercher à la fois l'expertise, la connaissance, le savoir-faire dans des géographies qui ont déjà éprouvé en fait ces techniques. Il n'y a pas de
génération spontanée. C'est ce qu'on nous disait quand on était enfant. Je pense que quand vous prenez l'histoire manufacturière de la Chine, par exemple, elle est partie dans un premier temps avec la politique du président Deng Xiaoping qui a décidé d'ouvrir en attirant des capitaux étrangers, des capitaux occidentaux, pour venir implanter des usines. Et puis petit à petit, parce qu'il y avait toutes ces usines étrangères, les Chinois ont appris. Et à partir de là, ont développé une industrie proprement chinoise et endogène, en fait. Donc le président de la République, s'il met l'accent sur l'attraction des investissements directs étrangers, c'est aussi pour cela. Réussir à créer l'ouverture et l'accès à la technologie, à la compétence, en fait, dans un certain nombre de secteurs qui nous permettent demain de pouvoir remonter facilement les chaînes de valeur et développer notre tissu industriel propre. Et en ce qui concerne la balance commerciale, c'est clair, c'est un élément essentiel. Je ne sais pas si monsieur a suivi en fait le discours du président de la République lors du CIFTIS, où il a dit qu'aujourd'hui, nos échanges commerciaux avec la Chine étaient de 2 milliards de dollars au cours de l'année 2022, qu'il fixait l'objectif de les doubler sur les 3 prochaines années, mais tout en les rééquilibrant. Le rééquilibrage, c'est le rééquilibrage de cette balance commerciale, et cela passera aussi, bien entendu, par l'attraction d'industries manufacturières chinoises pour faire de la transformation ici, de façon à ce que nous puissions rééquilibrer les échanges entre nos deux pays. Pour faire référence justement à l'explication que vous avez donnée sur l'histoire même économique de la montée en puissance industrielle de la Chine, est-ce que lorsque le Bénin, en signant les accords de coopération économique avec la Chine, est-ce que le Bénin a été suffisamment attentif dans sa force de négociation pour incorporer la montée en puissance des joint ventures avec les entreprises locales pour également les aider à grandir, à monter en puissance en termes de transfert de compétences, de technologie? Voilà. Bien sûr, et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que le président croit beaucoup dans la théorie du ruissellement en fait. Lorsque vous êtes un industriel et que vous venez vous implanter au Bénin, vous allez forcément embaucher des Béninois dans votre usine, n'est-ce pas? Vous allez commercer avec d'autres entreprises béninoises parce qu'il n'est pas possible, lorsque vous êtes un industriel, de vivre en vase clos. Lorsque vous avez une entreprise, en fait, c'est une question de chaîne de valeur, vous ne pouvez pas tout traiter, en fait. Il y a des bouts que vous allez traiter, sur lesquels vous êtes extrêmement compétent, et puis il y a des éléments que vous allez sous-traiter à d'autres entreprises et un tissu local, en fait. Et puis, il y aura, dans votre entreprise, des Béninois qui vont apprendre le métier, qui vont savoir le faire, maîtriser tout le process, et qui après seront prêts pour monter leur propre usine en fait. Je pense que c'est tout un continuum et c'est tout un processus. Nous ne pouvons pas démarrer dès le départ en nous disant nous imposons systématiquement que dès que vous arrivez dans le pays, vous devez absolument avoir un partenaire local, etc. Certains pays l'ont testé. Malheureusement, ça s'est traduit par quand même une hausse en fait des mécanismes de corruption et de prévarication. Je pense qu'il faut qu'on l'évite en fait. Mais dans le même temps, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a clairement une volonté de pouvoir travailler sur les deux pattes, à la fois l'attraction des investissements, mais aussi la promotion des champions locaux en fait. Quand le président de la République pousse pour qu'il y ait un accord sur l'exportation de l'ananas, c'est aussi pour promouvoir des jeunes Béninois qui produisent de l'ananas au Bénin et qu'ils aient la possibilité de pouvoir exporter librement en fait en Chine. Quand le président de la République pousse pour qu'il y ait des taux de douane zéro sur 98% des lignes tarifaires, c'est aussi des opportunités qui sont offertes aux entreprises béninoises qui exporteront vers la Chine. Donc je pense que c'est dans les deux sens que cela se passe. On va écouter le second. Lui, c'est un financier, un spécialiste de l'investissement. Éric Houdot. Monsieur le ministre, selon le dernier rapport de l'INSAT, la Chine se positionne comme le deuxième pays le plus représentatif en termes d'importation et le troisième pays le plus représentatif en termes d'exportation. La dernière visite du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, montre qu'il y a une volonté affichée de rééquilibrer les échanges commerciaux. Selon vous, quels sont les principaux atouts du Bénin quand on sait que la Chine travaille avec une ferme volonté, sinon une grande volonté, d'augmenter ses exportations vers le continent africain. Aujourd'hui, avec l'annonce de l'arrivée des géants chinois
pour l'industrialisation dans notre pays? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour les contraindre à un niveau de quota d'utilisation des PME locales? De façon concrète, aujourd'hui, quand on sait qu'on doit recevoir des Chinois, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la chaîne de valeur du secteur pour que un touriste chinois se sente mieux quand il est au Bénin par rapport à d'autres pays où il a l'habitude de visiter? Comme le président de la République l'a dit dans son discours lors du CIFTIS, le monde est maintenant un village planétaire. Comme il l'a dit lui-même, on peut être à Cotonou, travailler avec une entreprise qui est en Chine et une autre entreprise qui est au Vanuatu, en fait. Dire qu'on met des barrières ou qu'on dit qu'il faut des quotas, etc., ne serviront pas à grand-chose. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas compétitif et que vous n'offrez pas la bonne qualité de travail, les entreprises auront toujours envie d'aller voir ailleurs. Donc, nous devons travailler à améliorer la qualité et la compétitivité de nos entreprises. Et je pense que là-dessus, mes collègues, que ce soit du commerce, des finances et des différents départements sectoriels, sont en train de mettre tout un tas de programmes en place pour s'assurer de la compétitivité de nos entreprises, en fait. Tout ce qui est fait comme effort au niveau de la zone industrielle de Glodjibé concourt également à cela. Faire en sorte de créer un écosystème qui fasse que nos entreprises soient compétitives. Et pour que lorsque l'entreprise chinoise vient au Bénin, qu'elle puisse se dire « je n'ai pas besoin de continuer à utiliser mon back-office en Chine, je peux l'utiliser ici ». En ce qui concerne la barrière linguistique, vous serez surpris de savoir que nous avons énormément de jeunes Béninois qui sont parfaitement sinophiles. Vous avez sûrement dû le remarquer, l'interprète du président de la République durant tout son séjour en Chine était un Béninois qui faisait la traduction lors de tous les rendez-vous du président de la République. Donc la barrière linguistique, je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement couvert, surmonté. Et après, en ce qui concerne toute la chaîne de valeur, et je suis 100% d'accord que ce sont à la fois des opportunités aussi pour toutes les entreprises qui vont s'installer tout le long de cette chaîne de valeur, pour comprendre quels sont les besoins des Chinois, quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce qu'ils veulent lorsqu'ils voyagent en fait. Et je pense qu'en mettant en place cette mesure, le président de la République a réellement créé une opportunité unique pour les investisseurs et pour les entreprises, les PME du secteur logistique. Et je pense que dans les mois et les années à venir, d'ici quelques années, nous serons tous contents de retourner en arrière et de nous dire que lors de ce voyage de septembre 2023, le président de la République a réellement ouvert les voies pour un nouveau secteur touristique au Bénin, avec un afflux massif en fait des touristes chinois. Éric Guédelon, vous avez le privilège de la dernière question. Absolument, monsieur le ministre, on vous aura compris et j'espère que vos réponses apaisent le cœur de nos jeunes entrepreneurs. Alors, monsieur le ministre, le dernier chapitre de cet entretien, c'est la nouvelle dynamique de la diplomatie béninoise. Comment vous pouvez la désigner ou la qualifier? Je dirais que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle dynamique, pour qu'on se dise c'est une rupture avec le passé. En réalité, c'est juste un continuum. On essaye juste, et c'est la volonté du président de la République, de pouvoir passer un nouveau palier. Donc il ne s'agit pas de faire table rase de ce qui s'est passé auparavant. Comme je vous ai dit, la visite en Chine est le résultat d'actions qui ont été menées au cours des 5 dernières années. Donc il n'y a pas de changement radical, de bing bang. Il s'agit plutôt en fait de s'assurer que nous sommes en mesure de franchir ce nouveau cap. Et le nouveau cap donné par le président de la République, c'est un cap qui s'inscrit dans un objectif qui est clair. Faire en sorte que la diplomatie béninoise serve à améliorer le quotidien des Béninois. Cela passe par un certain nombre d'actions. Premièrement, c'est une diplomatie entièrement ancrée tournée vers des actions d'amélioration du développement. Donc il s'agisse en fait d'appui à la coopération, d'appui à la mobilisation de ressources financières, d'attraction d'investissements directs étrangers. Tout cela concourt finalement à améliorer le quotidien des Béninoises et des Béninois. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler, mais aussi une diplomatie d'influence et de présence en fait du Bénin sur la scène sous-régionale et la scène continentale et la scène internationale. Ce que nous sommes capables de faire à notre niveau, au niveau du Bénin, c'est de défendre nos valeurs, défendre ce en quoi nous croyons,
et essayer de faire en sorte que chaque jour nous contribuions au rayonnement du Bénin. C'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les semaines et les mois à venir, en fait, au niveau du ministère, le ministère des Affaires étrangères. Et puis, dernier volet qui n'est pas moins important, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est vraiment le lien entre l'État béninois et nos compatriotes de la diaspora. Parce que c'est un point important, en réalité. On parle de diplomatie, etc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos compatriotes à l'étranger n'ont pas forcément compris. Et parfois se posent des questions, en fait. Et se disent, s'il n'y a plus d'ambassade dans mon pays, dans le pays où je réside, ça veut dire que le Bénin m'a oublié là-bas, que je ne suis plus capable d'avoir mes papiers d'identité, etc. Les instructions du président de la République sont claires là-dessus. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'assumer premièrement que le Bénin ne pourra pas avoir des représentations diplomatiques dans tous les pays du monde. Ce n'est pas possible. À partir de cet instant, cela veut dire qu'il nous faut des critères clairs pour choisir les pays où nous serons présents, en fonction de notre ambition en termes de relations avec ce pays, en termes de coopération, en termes d'attraction des investissements, etc. Mais dans le même temps, les pays où nous ne serons pas présents, cela ne veut pas dire que les Béninois qui habitent dans ces pays doivent être abandonnés. Et donc les instructions du président sont très claires. Nous allons travailler, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que dans les mois à venir, nous puissions réduire, sinon même gommer entièrement la distance qu'il y a entre l'État béninois et nos concitoyens qui vivent à l'étranger, en faisant en sorte que l'État soit disponible pour eux dans leur salon. C'est un engagement et c'est quelque chose que nous allons essayer de délivrer. Le Nigeria, la Chine, ce sera quel pays dans cette nouvelle dynamique de la diplomatie? La feuille de route pour l'avenir. Écoutez, la feuille de route pour l'avenir, je pense qu'elle est ouverte. Le Bénin entretient des relations diplomatiques avec presque tous les pays du monde. Notre ambition sera de maximiser les intérêts du Bénin, qu'ils soient économiques, culturels ou simplement via le rayonnement en fait. Donc, est-ce que c'est le Nigeria, est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est la France, est-ce que c'est les États-Unis? J'ai envie de dire, nous irons partout où besoin sera pour nous assurer du rayonnement du Bénin, de l'attractivité du Bénin et faire en sorte que notre action diplomatique améliore le quotidien des Béninois. Merci à vous, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Bakary. Merci de vous être prêté à cet exercice. On retient pour l'essentiel, cher Éric Guédelon, que même si le Bénin, comme la CEDEAO, est totalement opposé à une prise de pouvoir pour des questions de valeur, de stabilité et de développement, des enjeux de développement à des prises de pouvoir par les armes, la voie de la diplomatie n'est pas du tout obstruée et que voilà, les tractations continuent. Et même si on ne peut pas donner des détails pour le moment, ça aussi c'est le principe de la diplomatie, de ne pas tout mettre sur la place publique, que cette crise finisse par une issue favorable qui dénoue tout le monde. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la diplomatie du Bénin et de la CEDEAO en action. Et par rapport à la diplomatie économique, c'est juste mettre la diplomatie au service du développement. À moins que je ne m'abuse. Le Niger et les Nigériens restent nos frères et resteront nos frères, quelle que soit la crise. Quelles que soient les crises que nous avons pu traverser, les liens entre nos pays sont des liens qui sont ténus et qui ont été bâtis au fil des siècles, en fait. Notre ambition, c'est de faire en sorte de nous assurer qu'au cœur de cette Afrique de l'Ouest aujourd'hui, que nous ayons une forme de stabilité qui nous permette de nous focaliser sur des questions de développement. Au moment où certains pays dans le monde qui sont de ce que les gens ont l'habitude d'appeler Global South, c'est-à-dire les pays du Grand Sud, en fait, réussissent à envoyer des gens sur la Lune. Malheureusement, nous sommes encore aujourd'hui dans notre sous-région à parler de coups d'État, de prise de pouvoir par les armes. Je pense que nous avons besoin tous ensemble de pouvoir regarder devant et de faire en sorte de nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous améliorons le quotidien de nos populations, comment est-ce que nous faisons en sorte que les gens vivent mieux chaque jour. Et c'est ça qui doit être au cœur de toute notre action. En tout cas, ce sont les instructions que nous avons reçues du président de la République et c'est ce que nous allons essayer de mettre en œuvre. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci pour ces paroles d'engagement et d'espérance pour l'avenir. C'est sur ces mots que prend fin cet entretien. Merci de nous l'avoir accordé. Merci à vous, Éric Guédelon. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.